Bon, mesdames, messieurs, compte tenu du dessert qui a été un peu long, nous allons passer rapidement la parole à M. Christophe Matoulin et le remercier de prendre du temps pour nous expliquer une révolution qui, elle, va durer, qui est l'arthrose du poignet et l'arthroscopie. Et vous savez qu'il a été pionnier dans beaucoup de domaines, et l'écouter n'a pas de prix. Ça, c'est le vin rouge. Bon, alors, on continue. Avec l'arthroscopie du poignet, on va commencer, donc, les nouveautés dans l'arthrose. On va commencer par ce qu'on appelle le syndrome d'impaction urinaire, qui peut revêtir plusieurs formes, puisque vous voyez, anatomiquement, on a 3 zones. Une zone médiocarpienne, une zone radiocarpienne et une zone de l'articulation radio-ulnaire distale. Donc, pour comprendre ça, il faut déjà comprendre un peu la notion de variance ulnaire. Vous savez que cette variance ulnaire, elle est en général un petit peu négative, mais elle peut être positive, et là, ça peut créer des problèmes, avec des contacts anormaux entre le carpe, en général le lutum, et la tête de l'humain. Attention de ne pas vous tromper, quand vous faites des clichés en pronation et en supination, il y a une différence. En supination, la variance ulnaire a tendance à être négative, et en pronation, elle a tendance à devenir positive. Faites attention aussi dans le choix du traitement que vous allez faire, à l'orientation de l'articulation radio-ulnaire distale. Michel Merle l'a bien expliqué dans ses livres. Si vous faites, comme vous voyez sur l'image de droite, un raccourcissement de l'ulna, vous allez créer un conflit entre la tête de l'ulna et la partie proximale de la cavité sigmoïde, qui va entraîner plus d'ennuis que d'autres. On a compris que quand on supprimait, quand on faisait un raccourcissement de l'ulna, il y avait une transmission des forces qui était différente. Et en fait, voilà ce qui se passe dans le syndrome d'impaction ulnaire. On a une perforation centrale du ligament triangulaire. Je vous rappelle que la portion centrale du ligament triangulaire n'est pas vascularisée, elle est dégénérative et elle se trouve, c'est normal. Ne croyez pas à ce que vous aurez pu lire parfois. Le débridement du central du ligament triangulaire n'est pas une technique chirurgicale, c'est rien du tout. Ensuite, donc, la tête va passer à travers ce trou, va buter contre le médiatum, et à terme, ça peut entraîner des instabilités radio-ulnaires distales. Pour analyser radiologiquement, il faut faire des clichés en position neutre. La seule manière d'avoir une position neutre, c'est l'épaule à 90 degrés, le coude à 90 degrés et la main à plat. Là, vous êtes en position neutre. Toutes les autres, vous êtes soit en pronation, soit en supination. Vous voyez que dans les conflits ulno-lunaires, et c'est un test pathognomonique très intéressant pour vous, c'est en déviation ulnaire qu'il y a une augmentation des douleurs, et c'est logique, comme on le voit très bien ici, l'ulna va sortir de sa protection du radius et vient buter sur l'ulna. L'ulnatum, je veux dire. Et si jamais vous avez des douleurs internes qui sont plutôt en déviation ulnaire, c'est plutôt une lésion du triangulaire. Si vous avez la même chose en déviation ulnaire, donc pardon, en déviation ulnaire, c'est plutôt un conflit ulno-lunaire. Gardez ça à l'esprit. L'IRM était intéressante parce qu'elle va montrer des images à un stade de début. Car on a souvent, avant même qu'il y ait des lésions du cartilage, on a un œdème intraosseux qu'on voit très bien sur le médiatum et parfois sur la tête de l'humain. Donc la tomodensitométrie, dans ce cas-là, est un très bon examen, les RM. L'arthroscopie, bien sûr, c'est magnifique. Ici, vous voyez, c'est un cas avec, on voit la perforation centrale du ligament triangulaire, la tête qui passe au-dessus. N'oublions pas que nous sommes en distraction, hein, donc évidemment, on a recréé un espace. Alors, on va faire un débridement du TFCC, mais c'est pas parce que c'est un geste thérapeutique, c'est juste pour avoir la place de pouvoir travailler derrière. Vous pouvez le faire avec du shaver, avec des petites passes basket, et on va commencer la résection. Cette résection, elle se fait à l'aide d'une fraise, sous contrôle de la vue, et attention, la tête de l'ulna n'est pas une sphère, mais est légèrement ellipsoïde, donc il faut faire des mouvements de pronation et de supination. C'est pour ça que la technique de Wafer décrite par Feldon, qui était un trait droit avec un ciseau ne marchait pas, c'est qu'elle crée des zones de conflit entre la cavité sigmoïde. Donc vous faites ces mouvements de pronation et de supination, et vous arrivez à terme à une ostéotomie un peu curieuse qu'on ne peut pas réaliser avec un ciseau droit, qui est une ostéotomie que j'appelle oblique hélicoïdale, et surtout, ce qui est très important, si vous regardez ici,
on garde l'articulation radio-ulnaire distale intacte, ce qui fait que les patients peuvent se servir de leurs mains immédiatement. On voit la zone d'ostéotomie, vous voyez, avec cette ostéotomie qui est un peu oblique et bizarroïde. Donc voilà. Alors, on a fait une petite étude pour regarder ça. Vous voyez, ça représente à peu près 5% des cas opérés. La variance ulnaire est moins de 5 mm, parce que si c'est plus de 5 mm, on ne peut pas réséquer arthroscopiquement. Il faut passer à une autre chirurgie. Et en général, le raccourcissement de l'ulna est la bonne technique. Il y a 3 cas chez les jeunes. C'était des ulnanomes congénitales où je me suis amusé à faire cette technique qui est un petit peu compliquée. Donc je ne vous propose pas de la faire en premier temps, mais on y arrive en utilisant la voie directe fovéale, à faire des résections en dessous du ligament triangulaire. Donc voilà un cas clinique, vous voyez, qui est tout à fait spectaculaire. Regardez l'image avant, l'image après, vous voyez la résection qu'on a faite. Vous voyez la chondropathie qui est déjà un stade 4 d'Outerbridge en regard miroir sur le lunatum, et donc qui permet de faire cette résection tout à fait nette. Et à la fin, on a cette ostéotomie curieuse, oblique hélicoïdale, mais qui est très pratique. Donc, dans ces conflits ulno-carpiens, le traitement arthroscopique est une bonne solution. Alors, le syndrome Amel type est moins connu, c'est pourtant quelque chose qui entraîne parfois des douleurs, et je vous demanderai d'y penser quand vous avez des douleurs internes. C'est un petit peu plus distal que les douleurs d'un conflit ulno-lunaire, et ça se voit à l'IRM, vous voyez, on a ce genre d'image. C'est une impaction entre le lunatum et l'amatum. Alors attention, vous savez qu'il y a 2 types de lunatum, c'est le type Viegas 1 ou Viegas 2. Dans les Viegas 2, c'est un conflit direct. Dans les Viegas 1, il y a également une atteinte du triquetrum. Il faudra y penser lorsque vous le traiterez. Et à terme, ça peut entraîner une rupture du ligament lunotriquetral. Donc c'est exactement l'inverse que le syndrome ulnocarpien. Le diagnostic, il est fait avec une augmentation de la douleur en déviation ulnaire aussi, mais un petit peu plus haute. Donc là, évidemment, on a moins de patients. Vous voyez qu'on a ce genre de cas clinique. Et alors, ici, vous voyez chirurgicalement, c'est très simple. On rentre avec le scope, on voit la chondropathie. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle un stade 2, avec la zone douloureuse. Et on va très simplement, avec une fraise, réséquer la tête de l'amatum de manière à créer un espace et à éviter, vous voyez, le conflit ici. Donc on se retrouve dans des conditions saines, et évidemment réséquer la tête de l'amatum est quelque chose de très pratique. Alors cette technique, je l'utilise systématiquement maintenant quand je fais les arthrodèses capitolunaires. Pourquoi? Parce que quand on fait les arthrodèses capitolunaires sous arthroscopie, je ne mets plus de greffe, mais si on ne réséque pas la tête de l'amatum, on crée un conflit entre la tête de l'amatum et le triquetrum. Donc on fait ce petit geste en plus et ça simplifie beaucoup les choses. Donc pensez à ce syndrome d'impaction un petit peu particulier entre l'amatum et le lunatum. Ça existe, c'est pas si rare et ça peut aider. On va rentrer maintenant un peu dans des choses expérimentales qui sont la styloïdectomie. N'oublions pas ça, excusez-moi, ça c'est pas expérimental du tout. La styloïdectomie, vous savez que dans les SNAC et dans les SNAC, c'est pas tout à fait au même endroit, mais il y a une arthrose qui se crée au tout début, dans les SLAC 1 et dans les SLAC 1, entre le radius et le scaphoïde. En fait, tout le monde pratique la styloïdectomie, mais personne n'en parle vraiment. Et on a eu beaucoup de mal à retrouver des publications abordant ce sujet. Le premier, c'était Barnard en 1947, qui faisait une styloïdectomie systématique quand il traitait une pseudarthrose scaphoïde, probablement à un stade déjà évolué. C'était pas idiot. Donc il faut bien comprendre l'anatomie, et en particulier, vous voyez ici l'insertion des ligaments radioscaphocapitate et long radiolunate. Et Nakamura nous a montré qu'il faut respecter l'insertion quand on fait une styloïdectomie, respecter l'insertion de ces ligaments, sinon on entraîne des instabilités. Il y a 2 techniques pour le faire arthroscopiquement. Soit on met le scope en 3-4 et la fraise en 1-2, soit on met le scope en 6R et la fraise en 3-4. Les 2 sont possibles. Donc vous voyez ici, souvent on arrive, il y a une grosse synovite, c'est normal, c'est un poignet qui s'ouvre, donc on va commencer par nettoyer ce poignet. Ensuite, excusez-moi, on va passer là, vous voyez que la capsule est atteinte. Utiliser des instruments, vous voyez donc ici la qualité du cartilage qui est très abîmé. Utilisez des instruments à mousse comme les pinces qui évitent d'abîmer les tendons. Vous créez un petit espace et vous pouvez très rapidement, avec votre fraise,
ça c'est dans la technique où le scope est en 3/4 et la fraise en 1/2, on va faire la résection, et petit à petit, on résèque jusqu'à se retrouver en cartilage sain, et on obtient une styloïdectomie tout à fait simple. Ça c'est un autre côté, c'est pour vous montrer la qualité du geste possible. Vous voyez qu'on arrive à réséquer très bien et à voir très bien contrôlé. Guillaume Herzberg a décrit une technique avec une voie d'abord palmaire, car il a raison, souvent c'est la partie postérieure de la styloïde radiale qui est atteinte, c'est assez logique. Voilà un cas clinique, c'est un cas clinique de scapho-lunaire, le patient ne souffrait uniquement de sa styloïde, donc la décision a été prise de faire une simple styloïdectomie sous arthroscopie, de manière à enlever le conflit, et vous voyez qu'à 4 jours, il a retrouvé des mobilités quasiment normales et plus de douleur. Une autre catégorie de patients que j'opère comme ça, ce sont les haltérophiles. Quand ils font du développé et couché, ils se retrouvent avec les poignets en écrasement, en extension et en déviation radiale, et ils ont des chondropathies, et ça c'est très facile de faire un geste relativement simple. Donc elle est rarement isolée, mais souvent associée à différentes techniques. Donc là aussi, vous voyez, ça représente à peu près 5% de ma pratique chirurgicale. Elles sont à moitié-moitié isolées ou associées. Et donc il faut bien garder en tête cette technique de styloïdectomie qui est vraiment simple, qui a eu ses heures de gloire dans les années 50 et qui, grâce à l'arthroscopie, est revenue un peu à la mode et se fait beaucoup plus facilement. On va arriver donc maintenant dans ce que je disais, la période un petit peu plus expérimentale. Le principe, c'est quand on a des SLAC, on est obligé de passer à de la chirurgie palliative qui est lourde. Et souvent, c'est des patients jeunes. Et donc, j'ai mis au point une technique un peu chaude, on va dire, où on fait une styloïdectomie un peu élargie, de manière à recréer un petit tissu fibreux. On fait une suture capsulo-ligamentaire dorsale pour stabiliser, c'est pas pour réparer, là on n'est plus dans ce stade-là. Et on fait une interposition avec un tendon. J'ai utilisé du PLA, mais vous allez voir que j'ai arrêté et vous allez comprendre pourquoi. Donc on fait cette styloïdectomie comme d'habitude. On la fait un petit peu plus élargie, c'est-à-dire qu'on va réséquer toute la zone où il y a de l'arthrose, jusqu'à arriver dans un tissu qui est un peu saignant, comme vous voyez ici, de manière à espérer que la nature, généreusement, va faire un peu de fibrose pour nous aider dans notre geste. On va ensuite mettre une petite encre dans la tranche de la styloïde. J'utilise personnellement des encres résorbables que j'aime beaucoup, qui sont simples et qui surtout qui ont l'avantage de ne pas être visibles pour le patient, c'est donc une raison de moins d'avoir mal. Et on va ensuite préparer notre implant, donc c'est en général un palmaris longus qu'on enlève par une toute petite voie d'abord à l'aide d'un stripper à tendon. On le prépare en V comme ça, et alors la première technique, je le fixais à travers le ligament triangulaire. Le principe étant d'arriver, si vous voulez, on voit ici la pénétration de l'implant dans l'articulation sous le contrôle de la vue. Vous voyez le scaphoïde chauve à ce niveau-là, hein, c'est évidemment tout à fait net. Le but étant de créer un tissu d'interposition. Et vous voyez, ça c'est avec un PLA que j'avais utilisé, donc en post-opératoire. 2 mois après, j'ai été retourné parce qu'il y avait une réaction inflammatoire, on m'a dit qu'il y avait une infection. C'est un patient que j'avais opéré à l'étranger. Je suis retourné et j'ai eu la surprise de retrouver un implant parfaitement en place, tout à fait bien. Et c'était juste une réaction inflammatoire au PLA que j'ai arrêté d'utiliser parce que c'est normal, c'est un corps étranger et c'est mal supporté. Donc on va faire après la suture capsulo-ligamentaire avec des artifices bien sûr parce que le ligament n'est pas attaché sur le scaphoïde et de manière à stabiliser cet espace sans chercher à le réparer. Voilà la technique 2, c'est celle qui a été décrite par Michel Levadou. Quand il s'agit d'une atteinte uniquement de la partie dorsale, où on va passer en sous-tendineux et en extra-capsulaire, le retrouver en 6R et créer une interposition à ce niveau-là. Et puis la technique 3 que j'utilise maintenant, qui est une technique un petit peu plus difficile, mais très intéressante. Vous voyez, le passage se fait comme pour le Levadou du premier brin, et le deuxième brin, on passe en avant, et on crée cet espace d'interposition qui est là. Et la surprise que nous avons eue, on a opéré une patiente la semaine dernière, qui était une résection de la première rangée. J'avais mis un tendon croisé pour interposition parce qu'il y avait de l'arthrose, ça n'a pas marché. 1 an après, elle avait mal. Je suis retourné pour mettre une prothèse totale de hanche et ma surprise, c'est que ce tendon libre était exactement comme neuf, comme le jour où je l'avais prélevé. Et je me dis que c'est peut-être l'environnement synovial qui le protège, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il était parfait. Donc vous allez voir que ça correspond un peu au résultat que j'ai. Donc peu de patients, c'est normal, ce sont des cas difficiles. Vous voyez l'exemple typique, là,
tout le reste de l'articulation est saine. Si on veut traiter ça, on est obligé de faire une résection de la première rangée ou une arthrodèse des 4 internes, selon vos choix. Donc dans ce cas-là, j'ai fait une interposition du palmaris longus selon la technique que je vous ai montrée. Et regardez le résultat à 4 ans de recul. Vous voyez qu'il y a un espace qui est conservé. Il y a cette zone de styloïdectomie. Et évidemment, les mobilités, bon, c'est pas le Pérou, mais il a des mobilités qui existent et qui sont indolores. Et pour le moment, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, je suis plutôt content. Donc, vous voyez le résultat avec la force musculaire qui est augmentée. C'est pas terrible, mais c'est mieux. Voilà un autre exemple tout à fait typique. C'est un jeune homme, il a 35 ans. Là aussi, si on veut passer dans de la chirurgie palliative, c'est très dur. Et vous voyez le résultat post-opératoire. On a réussi à stabiliser. Là, j'ai utilisé une encre que j'ai mis dans le scaphoïde pour stabiliser l'espace scapholinaire. On a créé un espace qui est quand même assez spectaculaire et on espère que ça va durer. Alors les complications, on a eu des réactions inflammatoires dans le PLA en majorité, c'est pour ça que j'ai arrêté complètement d'utiliser ce produit. Et on a eu une résorption aussi avec le PLA qui va bien, mais vous voyez que les images sont quand même pas très engageantes et là aussi j'ai arrêté de faire cette technique. On a eu 2 échecs, dans un SLAC 2, dans un SLAC 3. Et ce cas-là, c'était un patient polonais, je pense qu'il a eu une rééducation un petit peu trop exagérée au début, c'est pour ça que maintenant je le laisse en auto-rééducation pendant pratiquement 2 à 3 mois, pour éventuellement faire un peu de rééducation après. Mais je crains quand la rééducation est un peu trop poussive chez ces patients. Alors on arrive maintenant à cette technique que je pousse de plus en plus dans les indications. Et voilà, dans les SLAC 3, vous voyez là on a une arthrose qui est à 2 niveaux. Et donc j'associe par arthroscopie une arthrodèse capitolunaire avec la résection de l'amatome dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus une interposition. Regardez l'espace par rapport à la situation préopératoire que nous avons recréée. Mais chose qui est intéressante, c'est qu'avec un an de recul, l'espace est resté, la consolidation est acquise et le patient n'a pas de douleur. Mais là aussi, regardez la sanction cicatricielle qui est quand même extrêmement minime. Donc c'est intéressant. Alors pour finir, je vais vous présenter mon premier patient, dont l'historique pour que j'arrive à l'opérer comme ça est un peu long, donc je ne vous la ferai pas, mais c'est un ancien champion du monde de motocross, et de trial, excusez-moi, et il voulait une technique qui lui permette de conserver. Nous sommes maintenant donc à 8 ans de recul, vous voyez qu'il a conservé de l'espace, il a des bonnes mobilités, et il me dit qu'il a quelques petites douleurs après 3 heures d'entraînement en trial, et il m'a envoyé les photos pour me montrer ce qu'il fait avec son poignet. Donc en conclusion, vous voyez qu'on pousse de plus en plus loin les indications. Comme la psy que je vous ai montré ce matin, c'est ce qu'on appelle des techniques d'attente qui sont peu iatrogènes pour le patient. Et puis le temps passe et ces techniques d'attente, peut-être qu'un jour elles se révéleront comme des techniques tout court. Merci beaucoup. On va discuter tout de suite, mon cher Christophe, comme avec plaisir. Vos horaires. Alors vous avez sûrement plein de questions à lui poser. Technique arthroscopique, il est évident que vous devez tous être initiés à l'arthroscopie du poignet. Vous ne pouvez plus toucher à un poignet si vous ne connaissez pas parfaitement l'arthroscopie. Il a créé un enseignement et un groupe d'arthroscopie, il faut vous y intéresser. Qui veut poser des questions d'ordre technique ou indication? Ah, on sent débitatif. C'est le post-prandial, ça. Oui, c'est classique. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'arthroscopie du poignet était juste une technique, il ne faut pas croire, c'est pas un secte, c'est une technique de plus. Dans l'armamentarium de l'orthopédiste, il y a eu l'arthroscopie du genou. Quand j'étais plus jeune, à votre classe, l'arthroscopie du genou était faite par les rhumatologues et les médecins du sport. Et nous, on avait très envie de s'y intéresser, mais nos aînés considéraient que c'était pas intéressant. Je me rappelle du reste mon père, Jean, qui m'a dit une fois, on a tout inventé en orthopédie, on a raté une seule chose, c'est l'arthroscopie, puisque, comment il s'appelle le japonais Watanabe qui est venu les voir en disant, voilà, j'ai un truc pour rentrer et regarder à l'intérieur du genou. Il dit, mais on n'a pas besoin, on ouvre, on voit très bien. Mais raconter ça m'avait beaucoup ému. Il dit, ça c'est une histoire de japonais. Oui, ça m'avait beaucoup ému, il m'a raconté ça. Microphone au fond de la salle, monsieur. Microphone. Quand vous avez un pôle proximal de scaphoïde et que vous mettez un implant,
comment ça se fait que ça arrête toutes les bascules en dizzy, en flexion du scaphoïde, alors qu'il n'y a plus de système d'attente? Voilà, vous êtes passé le bon, mais c'est la même question en aparté. Il fallait la poser tout à l'heure. Enfin, bon. Et aussi. Mais c'est intéressant. Vous avez raison. Très honnêtement, je n'en sais rien. La seule explication que j'ai, c'est qu'on ne touche pas au système extrinsèque. Donc, on va dire qu'il y a une ceinture capsulaire qui est là, en place. On enlève quelque chose qui fait mal et on met cet implant qui a un rôle qui est libre, mais qui a un rôle de spacer quand même et qui retend un peu tout ça. Vous avez vu les réductions de dizzy qu'on a, comment on peut expliquer qu'il y a une réduction de dizzy? Il reste quelque chose d'attaché sur le lunatome. Après, le ligament, le DIC qui passe en travers. Donc on retend tout ça, ça réduit le dizzy. Et puis, c'est ce que j'expliquais. Hein, j'appelais ça, moi, une technique d'attente. Hein, c'est plutôt que de faire une résection de la première rangée ou une intra-délication interne. J'appelais ça une technique d'attente. On enlève ce qui fait mal, on met la bille et on voit ce qui se passe. Pour le moment, j'en suis à 16 ans d'attente. Donc on verra. Je confirme parce que moi j'ai été éduqué avec la bille en silicone de Michon pour les pôles apicaux du scaphoïde. Ouais. On avait très peu de dizzy et de dizzy. Le problème, il faut être sûr que la STT est intacte, Oui, de l'environnement. Et ça se passe relativement bien. Mais vous avez vu quand même que la bille a tendance un petit peu à frotter. Hein. Ah oui, elle frappe, elle fait pas mal. Alors là, pas d'explication. Et le silicone nous a donné quelques siliconites. J'aurais également une deuxième question. Quand vous traitez par arthroscopie une pseudarthrose d'un pôle proximal de scaphoïde, si vous le bronchez pour un brochage scaphoïdaire, est-ce que vous avez des petites astuces pour nous aider à lutter contre le dizzy et la flexion du scaphoïde si on a une grosse dizzy et une grosse flexion du scaphoïde? Redis-moi, des astuces pour lutter contre le dizzy? Pour bien corriger les bascules en dizzy et en flexion du scaphoïde, en plus de la broche radio-lunaire temporelle. Alors, en général, tu n'as pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que je broche en traction. Tu es en traction. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand tu vas réduire ton pôle proximal du scaphoïde, si tu le fais en chirurgie normale, tu es en flexion, tu es en extension, enfin ça dépend comment tu es, tu n'es pas en bonne position. Quand tu es en traction par arthroscopie, tu es presque parfait. Il manque juste une petite aide de traction dans le pouce pour user du ligamento-taxile sur l'STT, et ton scaphoïde il se réduit tout seul. Quand tu rentres dedans, tout est parfaitement réduit, il y a juste un trou que tu curettes et que tu bouches. Et après, tu n'as plus qu'à mettre ta broche, mais tout est automatiquement réduit. Merci. Merci. Merci mon cher Christophe.